On est le 14. Bienvenue en prenant votre café. On va parler de notre mâle alpha. C'est la semaine du mâle alpha. Puis notre mâle alpha, il est dans les nouvelles. Elon Musk, tiens, qui veut sabrer un tiers des dépenses publiques du gouvernement fédéral. Moi, je peux-tu appliquer? À quelle place j'applique pour faire le même rôle au gouvernement? N'importe quel gouvernement, même municipal. La chicane entre Viera et SCN, trop pauvre pour vivre. C'est pas des blagues, hein? L'aide médicale à mourir, je vais vous parler de statistiques. Marie-Lou Wolfe qui vieillit et les pubs s'adaptent. Ça en est presque fâchant. Santé, il faut économiser 1 milliard. Tiens, Mme Biron a le même rôle que Elon Musk. Ça va pas se faire aimer. Comment c'est le temps qu'on entende parler d'elle? L'Institut des sourdes, moi, je passe là tous les jours. Je me demandais c'était quoi. Je le sais maintenant. Le placement de produits, ça fâche Hugo Dumas. Le placement de produits dans les téléséries, est-ce que ça vous fâche? Tourisme, va avoir son nom dans un bottin de tourisme, il faut payer. Le commerce du jeudi soir. Le Bitcoin, le plafond de verre a explosé. Fait qu'à tous les jours, je vais vous dire, il est rendu à telle place, mais quand vous allez l'écouter, il va être rendu ailleurs. OK? Donc, c'est ça. L'utilité des shorts. Hey, j'ai jamais été un amateur des shorts à bourse, mais je viens de finir le show d'industrie, très intéressant. Shopify va bien, donc les magasins en ligne vont super bien. Combien vous devriez avoir dans votre CELI, vous autres? Moi, je ne l'ai pas. Une de mes compagnies préférées qui m'a inspiré pour les galons coffrets cadeaux, des Honest Company, va super bien. Je vous parle de la fille de Julie Dupage. Est-ce que vous la connaissez? Tout ça, asseyez-vous, bien confortable. En partant, je vais vous montrer, nous autres, on sert beaucoup de GLS. Tantôt, je vais vous parler parce que c'était dans la presse de mercredi, Post Canada, mais on utilise GLS puis Nationex quand c'était le B2B. Nationex, c'est une compagnie québécoise qui veulent nous utiliser depuis longtemps, mais il n'y avait pas un bon service. Mais pour le B2B, on peut livrer en 2 jours ou en 3 jours. C'est moins time sensitive que les consommateurs. Fait qu'on vivait avec Nationex. Nationex ne sont pas venus chez nous pour la semaine passée. Fait qu'on avait beaucoup. On les a appelés plusieurs fois. Très mauvais service. Puis je ne veux pas bâcher une entreprise québécoise. On les avertit plusieurs fois que le chauffeur démolissait notre entrée quand il venait, qu'il allait trop vite, qu'il s'en foutait et qu'il partait toujours en sauvage. Un peu. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est un chauffeur qui est venu chercher des colis qui étaient de bonne humeur. Écoutez bien. Il est content de sa job, hein? Ben, lui, il représente Nationex. On a flushé Nationex. C'était sa dernière fois qu'il venait. Regardez ceux qui ne voient pas, mais s'il y a des traces ici, là. Hein? Donc, il rentre en fou en faisant spinner ses traces. Il démolit mon driveway à chaque fois, puis il repart toujours en sauvage. Donc, s'il y a quelqu'un qui marche, il risque de se faire frapper. Puis de un, on ne part pas en sauvage comme ça. Hein? Mais Nationex, on les a appelés plusieurs fois. Ils n'ont pas pu rien faire, fait qu'on a décidé de les flusher. Et je suis fâché parce que ça faisait quand même 3 ans, 4 ans que Nationex voulait nous avoir. C'est fâchant pour le vendeur. J'ai essayé de l'appeler, il ne me répond pas lui non plus. Donc, c'est un service de marde. Et c'est inacceptable. On vit ce genre de situation-là dans le commerce en ligne. Hein? Je ne peux pas avoir mes propres camions pour livrer à travers la province, donc on travaille avec des gens. C'est juste plate quand un ou deux vendeurs, personnes sur la route, démolit toute la réputation de l'entreprise. Non seulement, c'est que ce n'est pas juste le chauffeur. C'est quand on appelle au service à clientèle, ils ne font pas mieux. Et l'autre jour, le chauffeur est rentré dans mon usine avec le camion, dans la partie réception. On ne laisse pas les gens rentrer là. Donc, on lui a dit, mais il a mis de la terre partout, on est obligé de tout nettoyer après. C'est des sauvages, que celui-là que je vous dise. Nationex offre un très mauvais service par rapport aux autres. C'est beau, si tu es une entreprise québécoise, on veut t'encourager, mais il faut que tu sois capable de livrer à la même capacité que les autres. Sinon, regardez-moi, là, je suis en affaires. Je dois être compétitif, pas seulement contre les autres, contre tout le monde, pour que vous me choisissez.
Si vous me choisissez, c'est parce que les prix sont abordables, le service est rapide. Si j'offre tout ça de mauvais, vous allez m'encourager une fois de temps en temps. Je ne veux pas m'encourager, je veux que vous me choisissez. Hey, en parlant de choisir, notre Julien Bournival, la nouvelle star des mâles alpha, qui est l'exemple à suivre des entrepreneurs, bien, il est dans le journal. Et vous allez me dire, bien, regarde, t'es donc bien fier qu'il plante. Oui. Je ne crois pas, pas toutes les fois que je dénonce des chiffres d'entreprise, vous me tapez dessus à l'occasion, ou des fois vous dites, OK, bien, il avait raison. J'ai un œil entrepreneurial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne fais que ça dans toutes mes journées. Je regarde mes chiffres, je regarde les chiffres des autres, je regarde comment ça se déroule et j'analyse l'entrepreneuriat. C'est ça que j'aime faire. C'est ce que j'ai choisi. Puis le show, ici, bon, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Julien se vantait d'être l'entrepreneur l'entrepreneur à désirer. On le voit dans un jet privé, on le voit avec son Range Rover. Mais finalement, il doit 1,4 million des factures à payer. Il ne faut pas oublier, là, quand on fait une entente avec la faillite, là, ou qu'on fait faillite, là, bien, qui paye? Ce sont les contribuables. Dans ce cas-ci, il y a des impôts non payés, il y a des taxes non payées. Qui paye? C'est nous autres. La plupart du temps, c'est les petits fournisseurs. Puis pendant ce temps-là, le fraîchier continue à faire un train de vie qui a de l'allure en disant c'est ça la vie, le mode de vie traditionnel, l'entrepreneuriat. Ça, il faut dénoncer ça. Parce qu'il y a des jeunes qui suivent ce genre de mode-là, puis ils disent comment ça se fait? Moi, je ne suis pas capable d'avoir mon jet. Hein? Fake it till you make it. Il n'y avait pas de jet. Il s'est présenté quelque part. On va prendre une photo, puis on va faire un exemple. Là. C'est ça. Mais ça, là, un arrangement avec la faillite, il y a des perdants. C'est pas l'entrepreneur. Lui, il a roulé au-dessus de ses moyens avec cet argent-là. Tout le temps. Hein? Puis il fait la morale aux gens. Bien, moi, c'est le genre de choses que je dénonce. La même chose quand j'ai dénoncé Alexandre Taillefer contre les subventions. La même chose. Quand je parle de groupe sélection, Réal Bouclin avec son jet privé puis son penthouse à Miami alors qu'il prenait des subventions pour les personnes âgées ici, bien ça, il faut dénoncer ça. On ne veut pas de ça dans notre société. Des gens qui profitent d'un système pour se payer un train de vie aux frais des contribuables. Julien Bournival a aussi 2 autres entreprises en faillite. Et ça va un rêve entrepreneurial à des jeunes qui pourraient être mes enfants. Donc, voilà. Quand je parle de chiffres d'autres entreprises aussi, bien, je me base sur ma tête entrepreneuriale. Est-ce que je me trompe? Des fois. Des fois, pas tout le temps. Mais je ferme ma trappe parce que des fois, moi, je ferme le dossier, je passe à un autre dossier après. Elon Musk, qui va avec Vivek, on va l'appeler Vivek, l'autre, son nom est trop long, là, mais qui sont en charge de l'efficacité gouvernementale. Donc, il y a 2000 milliards de dépenses annuelles au fédéral, au gouvernement américain. Il pense être capable d'en couper le tiers. Il va couper le tiers. Pensez-vous qu'Elon Musk ne va pas mettre la hache dans tout ça? Ben oui. Ben oui, puis ça prend ça. Ça prend ça. Il y en a du gras. Puis vous ne pouvez pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, on le sait. Il y en a ici aussi. Je rêverais d'avoir un poste comme ça au gouvernement. Où tu viens et tu dis, regarde, prouve-moi que la personne est utile. C'est pas de mettre des gens dehors inutilement. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui vont, en plus de ça, avoir un fonds de pension à vie si ça ne sert pas le contribuable. On a fait de la boulimie administrative. Est-ce qu'il va être pris dans des conflits d'intérêts? Ah, probablement. Tu sais. Probablement. Mais qu'est-ce que je vous dise? Quand tu es obligé de faire affaire à des personnes extérieures pour corriger ton système, c'est parce que les gens à l'intérieur, ça fait plusieurs fois qu'on leur demande « corrigez-vous, corrigez-vous ». On va parler de Martine Biron, tantôt avec la nouvelle boss de la santé qui a envoyé son plan, là, mais ça va être un peu la même chose. Hein? Un peu la même chose. Vous savez que les trains ici, on l'apprend. On en apprend tous les jours, mais moi, je l'ai appris dernièrement que les rails de chemin de fer, premier objectif, c'est de passer de la marchandise en premier lieu. Deuxième objectif, les passagers avec Via Rail. Donc, les tracks appartiennent à CN. Et là, ils ont demandé de ralentir parce qu'ils ne font pas confiance aux nouveaux trains qui ont seulement 16 essieux versus 24. Ils ont peur que ça ne déclenche pas les passages à niveau. Fait que là, il dit, il faut que tu ralentisses. Fait que là, ça prend comme 2 jours se rendre à Windsor. Je ne sais pas combien ça prend de temps, mais ça prend plus de temps. Et, tu sais, c'est le genre de chicane que le gouvernement doit s'en mêler. Le gouvernement, là, s'il laisse aller des oligopoles ou des quasi-monopoles ou carrément des monopoles, bien, à ce moment-là, il a le devoir de s'en mêler.
il a le devoir de s'en mêler pour dire non, ça va être inacceptable. Tu n'es plus une entreprise privée lorsque tu es en situation de monopole au Québec, au Canada. On le voit, regardez le local du port. Bien, il a dit, regarde, vous allez vous arranger. En attendant, vous allez travailler. C'est ça. C'est le risque de laisser aller des grandes entreprises, un peu comme les abattoirs aussi qui sont dans la même situation. Ils ne peuvent pas se mettre en grève inutilement. Là. Ils le font. Vous allez me dire inutilement, ils veulent gagner leur vie, là, mais quand même. Hein? Quand même. Trop pauvres pour vivre. L'aide médicale à mourir, les demandes d'aide médicale à mourir. En Ontario, il y a des statistiques vraiment épeurantes. C'est que des gens dans des... Il y a deux types d'aide médicale à mourir. Je ne comprends pas parce que les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Ici, au Québec, on vient d'avoir une nouvelle règle là, qui va probablement faire la même chose qu'en Ontario. Il y a les gens qui sont en phase terminale. Là, on le sait, puis ils disent, regarde, un cancer, puis bon, bingo, ça ne donne plus rien. Il te reste que quelques semaines à vivre, demande l'aide médicale à mourir. Il y a les autres, ça c'est une fin prévisible. Il y a des autres qui ont une fin un petit peu moins prévisible. Et ceux-là, lorsqu'ils analysent l'endroit où ils habitent, une grande majorité des gens viennent des milieux extrêmement défavorisés. Donc, les gens sont pauvres. Les gens sont trop pauvres pour vivre en 2024 au Canada. Donc, ils voient la montagne, peut-être les médicaments à prendre, les traitements, puis ils disent, tu quoi, regarde, je suis aussi bien de mourir parce qu'ils sont trop pauvres. On est en 2024 au Canada. Ça fait réfléchir parce qu'avec la nouvelle aide médicale à mourir qui vient d'être votée ici au Québec, j'ai comme l'impression qu'on va voir de ça un petit peu plus. Il reste que c'est... Hein, on la demande lorsqu'on a une maladie très sérieuse, qui est souvent l'Alzheimer, en prévision d'eux, mais quand même, hein, lorsqu'on voit que les statistiques, c'est des personnes les plus démunies qui demandent l'aide à mourir, c'est d'une tristesse. Hein? Hey, je vous montre une pub. Merci à mon ami Marcel qui m'a envoyé ça. Attendez un peu. Attendez un peu. Ah. On va attendre qu'elle arrive. Ben, je vous montre la pub, tiens. On va la regarder. C'est la pub de Mary-Lou Wolfe de Chevrolet. Il n'y a pas grand temps, Mary-Lou Wolfe, on la voyait du visage très proche. Regardez maintenant, elle a vieilli, hein? C'est une très belle femme. Mais est-ce qu'on fait de l'âgisme? Je pense que oui. Regardez encore, on ne la voit pas de près, dans aucune manière. On ne peut pas voir les traits de visage. On la voit que de loin. Ça fait réfléchir, hein? Ça fait réfléchir. Ça a fâché mon ami Marcel. Et là, avant que vous pensiez que Marcel est un mononcle, là, Marcel, c'est Marcel L.E., c'est une femme. Et avec raison que c'est fâchant de voir qu'on a changé l'angle de la caméra. Quand même, hein? Quand même. On vieillit tous. Moi aussi, je me regarde là, des fois, puis je me dis, « Ah, OK, je ne suis pas le gars que vous avez connu il y a 13 ans. » Bien, c'est bien normal. Bien normal. Bien, on vient de parler de Elon Musk qui va faire le ménage au gouvernement fédéral. Puis ça ne prendra pas de temps. Ça n'a pas pris de temps avant qu'il le fasse chez Twitter, hein, sur X. Bien, Martine Biron, la nouvelle boss de Santé Québec, bien, pendant qu'on ne l'entendait pas parler, elle travaillait. Et là, elle vient de déposer son plan. Elle doit économiser 1 milliard. Et là, dernièrement, on a vu des préposés aux bénéficiaires. Puis elle dit qu'il ne faut pas couper les services aux préposés. Il faut tout revoir au complet. Les mauvais gestionnaires, quand vous allez entendre qu'il y a des préposés aux bénéficiaires qui ont sauté, qu'il y a des infirmières, accusez pas, on va lui donner le bénéfice du doute, n'accusez pas Martine Biron tout de suite, accusez les gens qui font ces décisions-là que ce sont des mauvais gestionnaires. Ils vont dans la facilité tout simplement. Il reste que la santé depuis 10 ans a augmenté de 50 % alors que la population a augmenté seulement de 10 %. Il y a quelque chose qui se passe dans la santé. Il y a les agences privées, mais il reste qu'on doit faire le ménage. C'est plus de 50 %. Non seulement ça a augmenté, c'est plus de 50 % du budget du Québec. On n'a plus de moyens. Non seulement ça, il y a 10 ans, on pouvait aller à l'hôpital encore.
et espérer être pris en charge. Aujourd'hui, on n'a plus d'espérance d'être pris en charge, à moins d'avoir une maladie grave, là oui. Mais se présenter une urgence, les chances que tu passes sont nulles, là. N'existent pas. Le privé a explosé depuis 10 ans à cause de ça. Donc, oui, il faut souligner l'effort, il faut applaudir cet effort-là. Donc, et si quelqu'un met des préposés aux bénéficiaires, ça se peut qu'il y en ait trop. Si on fait la réorganisation du travail, ça se peut aussi. Si on travaille trop en silo, là, ça se peut. Regardez la semaine passée, là, je vous ai parlé des certificats de décès. Bien, il y avait trop de monde dans les certificats de naissance. Depuis quand qu'on a décidé, toi, tu fais certificat de naissance, toi, tu fais certificat de décès, toi, certificat de mariage, tu fais un certificat ciboire. Mais quand on fonctionne en silo, ça donne de la duplication comme ça. Fait qu'on va lui donner le bénéfice du doute. Hein? Moi, je passe presque à tous les jours, quand je reviens des débatteurs, devant un building que je ne connaissais pas, qui s'appelle l'Institut des sourds et muettes, qui est presque vacant depuis 1882, qui existe. À partir de 2015, il est vacant. La Ville de Montréal, je pense, l'a acheté, puis a dit « OK, parfait, on va faire des logements sociaux. Hein? » Je regarde juste si tout est correct. On va faire des logements sociaux. Bien, personne ne s'est présenté, bien entendu. Là, ils veulent en faire pour vrai. Il y a à peu près l'équivalent de 1000 logements. À quel endroit? Sherbrooke, Chérier, Saint-Denis, Roy. Donc, si vous connaissez ce coin-là, c'est dans le pic de la rue Saint-Denis. Imaginez-vous que vous pouvez débarquer 1000 nouveaux locataires là-dedans. Hein? Pour faire revivre la rue Saint-Denis seulement, ça serait magique. Mais on a laissé ça à l'abandon. Comme l'hôpital Royal Victoria, comment ça se fait qu'on a... Dès qu'un building vient, qu'on change sa vocation, on a la responsabilité soit de le démolir pour faire des condos, soit de le mettre rapidement sur le marché, et ça devrait presser. 2015, 9 ans, ça, là, c'est depuis que Valérie Plante est au pouvoir, là, même avant, là. Donc, Coderre n'a rien fait, Valérie Plante n'a rien fait. Il va y avoir du travail à faire, mais c'est un maudit beau building. On ne peut pas laisser des buildings vacants comme ça, dans des endroits stratégiques comme ça. Bien, on le fait. On le fait. Les placements de produits, Hugo Dumas, il est fâché. Il trouve qu'il y a trop de placements de produits dans les téléséries. Je n'écoute pas les téléséries. Si je les écoute, moi, je les écoute sur les plateformes, éventuellement. Mais il reste que on n'écoute plus les pubs. On a beaucoup de bloqueurs de pubs dans les maisons, souvent avec un VPN, parce qu'ils exagèrent. Si tu écoutes quelque chose en ligne, c'est l'enfer si tu n'as pas un bloqueur de pub. Tu avances quelque chose. Ah non, je suis rendu là. Des fois, tu as 16 pubs à te taper avant d'être capable d'écouter un segment. Donc, ça n'a pas de bon sens. Donc, il reste comment pour les financer? Il reste les subventions ou il reste à mettre des placements de produits. Si tu manges une pizza, ben pourquoi pas mettre Pizza Salvatore? J'ai aucun problème avec ça, moi. Ben oui, ta voix. Si Albi finance, ben au lieu de le faire dans les pubs, il finance directement dans l'émission. Il n'y a aucun problème avec ça. On est rendu là, là. Arrêtez de capoter. Arrêtez d'être trop vierge par rapport à ça. On est rendu là. On ne les écoute pas, les pubs. On les avance ou on fait autre chose. Voilà. Donc, maudit bonne affaire. Hein? Vous savez qu'on est dans la section tourisme Outaouais. Et ça me fait toujours grincer des dents qu'un organisme gouvernemental nous facture aux entreprises 345$ pour être dans le tourisme Outaouais. Ne serait-ce pas le rôle du gouvernement de vendre une région? Hein? De dire, regardez, dans notre région, voici ce qu'il y a, voici les magasins qu'il y a, voici ce qu'on peut faire. Hein? Que nous faire payer 345$, je viens de le payer, moi. Ça me dérange, mais je le paye, mais je le dénonce pareil, là. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise aussi de faire sa promotion? Combien d'entre vous qui venez d'une autre région et de visiter l'Outaouais parce que je vous ai dit de venir voir mon champ de citrouille, les tournesols, que je vous ai invité à découvrir la petite nation, de venir voir Parc Oméga? Bien, je ne suis pas le seul. Il y a un paquet d'entrepreneurs comme moi qui font l'autopromotion et venez visiter notre région. C'est à mon avantage, bien entendu, de vous faire connaître le Parc Oméga, de vous dire venez coucher au château Montebello, ceux qui ont les moyens parce que ça coûte cher. Sinon, vous pouvez coucher au club de golf Héritage. J'aimerais ça avoir des mini-maisons à un moment donné que vous puissiez coucher puis découvrir mon coin. Je fais ma petite part, minime. Et on me charge 345$ pour ça. Est-ce que c'est logique? La réponse est non. Donc, ça veut dire que
les entreprises qui n'ont pas les moyens de payer 345$ parce qu'il y en a un méchant paquet, ne sont pas dans le guide touristique. Est-ce que c'est normal? La réponse est non. Oh, j'ai oublié de vous montrer ça. Ah, je suis là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas un guide pour les entreprises fointées. C'est un guide touristique pour dire, venez voir notre région. Et c'est le rôle de touriste. Quand Touriste Outaouais ou n'importe quel touriste de votre région va se vanter de ses chiffres, hein? Elle va se vanter, à un moment donné, regardez tout le monde qu'on a amené dans notre région. Combien d'efforts sont faits par les entrepreneurs directement? Hein? C'est facile, ramasser le crédit quand tu es payé en plus. Bon, je suis pas en chicane, là, mais ça m'énerve pareil. Ça m'énerve pareil. Je dois le dire. Je dois le dire quand quelque chose nous énerve un peu. Bon, là, je suis un peu perdu. Je m'en viens ici. Parfait. Je vous amène. Ah, ben oui, c'est vrai. Mon ordi, je suis obligé de le repartir avant. Fait que vous allez attendre que ça se load un peu. Je vous amène le 12 novembre 1958. Et là, ça ne veut pas loader parce que c'est shit happens sometimes. 14 novembre 1958. Ben, je vais vous en parler pareil. Les commerces n'étaient pas ouverts le jeudi soir. Ils étaient ouverts en banlieue, mais pas au centre-ville de Montréal. Et pourquoi ça ne load pas, tabarnouche, hein? Et c'était pas ouvert au centre-ville de Montréal. Donc, les gens, les commerces avaient des amendes. Puis là, le monde disait, ouais, mais moi, j'ai pas le temps le jour d'aller me faire couper les cheveux. Les magasins étaient ouverts jusqu'à 9h30, 10h. Hein? Donc, intéressant, mais vous ne le voyez pas. Vous voyez un bel écran noir. Primauté de la famille, j'ai pas lu ça, mais ce qui m'intéressait, c'était ça ici. Le commerce du jeudi soir. Donc, M. Gérard, je n'ai même pas le temps de me faire couper les cheveux dans le jour. Un client chez un tailleur, enfin, j'ai le temps d'essayer un complet neuf. Donc, il y avait des amendes. Hein? Les vendeurs de Québec, on les appelait les vendeurs, c'était pas des magasins, hein? C'était des vendeurs. On est en 1958. J'étais à 7 ans d'être mis au monde, donc c'est une autre mentalité. Ça va en finance. Je me demande bien de quoi on va parler en finance. Ça fait plusieurs fois que je dénonce des articles faits par des journalistes qui sont incompétents. L'autre jour, j'ai parlé de Marie-Ève Fournier qui parlait des cartes de crédit qui n'avaient pas d'alternative pour sauver des sous, ce qui est faux. NUVI, une des plus grandes entreprises, je pense qu'ils sont sortis de la bourse, mais qui était à la bourse, fait ça, des alternatives pour couper des cartes de crédit parce qu'ils achètent en bulk. Hein. Là, c'est un autre journaliste, je ne sais pas son nom, dans la presse, qui explique que la grève de Post Canada va affecter tout le commerce en ligne au complet parce qu'il y a un paquet de magasins qui ne seront pas capables de livrer. Ça, là, c'est de l'incompétence de la presse. De mettre dans la tête aux lecteurs que tout dépend de Post Canada pour faire de la business en ligne au Québec, alors que c'est complètement faux. Les entrepreneurs parmi vous, si vous utilisez un commerce en ligne et vous utilisez Post Canada, dites-vous que vous vous faites avoir de 10$ le colis en moyenne. Non seulement ça, tu dois te déplacer à Post Canada pour aller porter des colis, faire mesurer tes boîtes. On parle d'une journée. À la grandeur d'entreprise qu'on a, là, je ne peux pas me permettre ça, moi. Ça ne finirait plus. Là. Le bureau de poste dans ma région est trop petit pour accueillir tous les colis de toute façon. On a 4 camions qui viennent par jour chez nous. 3 de GLS, 1 de Nationex. Bien, Nationex, je l'ai flushé, mais il va en avoir un autre. Là. Donc, on n'utilise pas Post Canada. La plupart des gens n'utilisent pas Post Canada. On utilise des brokers. On utilise un broker pour les cartes de crédit pour sauver. On utilise un broker pour les États-Unis qui s'appelle ClickShip. Et on utilise un autre broker pour le Québec, pour ici, parce qu'il était moins cher que ClickShip, qui est Parcel Z. Puis il y en a d'autres encore qui sont peut-être moins chers aussi. Personne n'utilise Post Canada. Donc, pourquoi mettre de l'insécurité dans la tête des consommateurs que tout dépend de Post Canada? Parce que c'est une foutue job de merde d'un syndicat qui protège un autre syndicat. Et ça, pour moi, c'est pas du journaliste. Ça me tenterait presque de faire une plainte
Il doit y avoir une plainte là, au bureau des journalistes. Là. C'est du très mauvais journalisme, un article bâclé qui ne représente pas du tout la réalité entrepreneuriale de e-commerce au Québec. Pas tout. Pas tout. Et qui insécurise les gens à 6 semaines de Noël. On est le 13, là, novembre. 14. Donc, à 34 jours, 44 jours de Noël, on envoie, alors que les gens sont en train de penser à commander en ligne. Je n'utilise pas GLS. Je n'utilise pas Post Canada. Ayez pas peur avec moi. Ayez pas peur. Mais ça, je vais être obligé de le répéter maintenant pour les 6 prochaines semaines parce qu'un article de marde dans la presse, les gens disent « Oh, ben oui, mais la presse, elle a raison. » Non, c'est un article de marde. On met des journalistes qui n'ont pas la compétence pour parler d'un sujet puis interview que des gens que dans ce marché-là pour protéger un syndicat qui va avoir tu me donnes une tape dans le dos, je te donne une tape dans le dos toi aussi. Inacceptable. Quand c'est rendu que les syndicats décident du contenu journalistique d'un journal, on est dans le trouble en tabarnouche. On est dans les années 50 en maudit, là. Hey, BRP, en avez-vous de ces actions-là? Faites-vous partie de ceux qui en ont acheté quand ça a baissé l'autre jour en disant ça va remonter parce que BRP a déjà valu combien? Ça, c'est Skidoo, hein? BRP a déjà valu 100$. Fait que l'autre jour, il était à 91, puis le monde disait « Ouais, mais là, ça a déjà valu 100$. » Là, il est tombé à 61. « Ouais, ça a déjà valu 100$. » Et là, c'était remonté un peu à 70. Ça a déjà valu 100$. Et là, c'est à 47. Ça a déjà valu 100$. Est-ce qu'à court terme, vous avez confiance en Skidoo? Est-ce que les hivers québécois... Là, les hivers québécois, il n'y en a presque plus pour faire du skidoo. Il n'y en a pas assez. Pas ici, en tout cas, dans la région de Montréal, là, ni dans mon coin. La Russie est un marché fermé. Les skidoo, sidoo, puis tout ça, on s'entend, t'achètes ça quand... À moins que tu veuilles paraître sur les réseaux sociaux, là. Mais autrement, c'est un gadget que tu peux te passer. On rentre dans une situation, l'économie a bien été, l'économie va bien, mais on rentre dans une situation qu'il faut couper. Elon Musk va aller couper aux États-Unis. Il va y avoir un peu plus de chômage, donc des gens ont moins de budget discrétionnaire. Ça l'amène une peur de dire « je vais-tu perdre ma job? » Donc, tu ne vas pas dépenser inutilement dans ces situations-là. Et moi, je n'ai pas confiance en Skidoo dans le court terme, là. Hein? L'approche Livermore qui dit tout le temps « vaut mieux avoir raison plus tard que d'avoir raison trop vite. » Chercher à avoir raison, la bourse va courir après votre perte. Donc, Skidoo n'est pas un bon achat depuis un bout de temps. Hein? Donc, à 100, là, c'était overrated parce qu'avant la pandémie, il valait, ça c'est ici la pandémie, 2018, donc il valait 30$ avant la pandémie. La pandémie a fait monter parce qu'on a eu trop d'argent. C'était pas vrai. Tout ça ici là, fait partie de ce qu'on appelle les entreprises qui étaient zombies. Roulent au-dessus de leur tête pendant un bon bout. Donc tout ça, là, tout ce qui était là depuis la pandémie de BRP était du vent. Le vrai prix semble être 30$ et non pas 49$, donc je ne toucherai pas à ça, pas 47$, je ne toucherai pas à ça avec ni une pôle, ni avec rien. Shopify, bon, on parle de commerce en ligne. Hein? Le commerce en ligne qui a mangé une bonne volée après la pandémie parce qu'il y avait trop d'entreprises qui pensaient que c'était pour être facile se lancer dans le commerce en ligne puis vendre. Puis ils se sont rendus compte que c'est comme une entreprise ayant pignon sur rue, les mêmes challenges. Ça te prend un entrepôt quand même. Mais ça va bien, Shopify. Va très, très bien. Regardez. Et ça, Shopify, c'était le darling qui avait osé dépasser la RBC en valorisation au Canada. Elle a baissé beaucoup, mais regardez, l'action valait 90, elle en vaut, elle a monté à 112, elle vaut 112, bien, c'est ça. Donc, ça va super bien. Les commerces en ligne sont florissants. Il y en a de plus en plus. Moi, mes ventes sont en augmentation de 20%, donc j'ai donné plus d'argent à Shopify cette année. On l'utilise aussi pour nos points de vente. Quand vous voyez des entreprises mettre leurs chiffres sur les réseaux sociaux, bien, ce n'est pas juste le commerce en ligne, c'est souvent aussi la partie point de vente aussi. Donc, c'est une boutique, tu peux utiliser Shopify comme on a. Nous autres, on utilise Point of Sale. Donc, comme ça, tout est centré, même base de données. Donc, ben voilà, hein, ben ça augmente de plus en plus. Donc, c'est le fun d'une entreprise qui va aider le TSX, l'indice de Toronto, à monter.
Donc, au moins, on n'a pas juste des ressources, on a une entreprise techno. Il y en a peut-être un peu d'autres, là. On va regarder le Bitcoin. Hein? Ça vous tente-tu de regarder le Bitcoin? Juste avant, je vous présente HBAR. HBAR, on a des fonds d'investissement, des fonds indiciels basés sur le Bitcoin. J'en ai un, iBit, que j'ai dans mon CELI. Il y en a d'autres sur l'Ethereum. Et là, il y en a d'autres qui en veulent. Et le prochain en liste, ce serait HBAR, qui est un réseau aussi que je ne connais pas beaucoup, mais que les gens aiment particulièrement. Donc, ça se peut qu'il y ait un ETF. Et ça veut dire que la crypto s'en vient mainstream. Hein? Donc, de plus en plus, au lieu de passer par une plateforme, les gens, comme vous et moi, on peut acheter de la crypto maintenant et le mettre dans les plateformes, soit dans notre REER, soit dans notre compte courant, soit dans notre CELI. Donc, ça facilite. Ça ne veut pas dire que ça va monter à l'infini. Là. On pense que ça va monter à l'infini. Ça se peut. Je vous présente PP. J'en ai pas de PP, mais PP est un meme coin qui a explosé beaucoup. Et j'avais une discussion sur TikTok mercredi matin. Il y a un gars qui disait que 500$, tu peux être riche. Oui, c'est sûr que si tu es capable de trouver le meme coin qui va exploser. Si on regarde PP depuis toujours, là, ça valait comme pas cher, 288, ça en vaut 1 million de fois plus, je pense. OK? Oui, mais combien de fois tu vas acheter de la cochonnerie comme ça, parce que ça en est, des shitcoins, et que tu vas te faire tirer la couverte sur ton tapis? Ce sont des exceptions. Hein? Moi, dans ces mêmes coins-là, j'ai Floki. J'ai Floki. J'ai Shiba. J'ai Baby Doge. J'ai pas de lui. J'ai du Bitcoin. Mais tu sais, c'est minime. Même mon fils m'a appelé hier, Alexis. Il m'a dit, papa, as-tu de la crypto-monnaie? Je dis, oui, j'en ai un peu. J'avais tout mis 500-600$ dans certaines crypto-monnaies. Floki, justement, j'avais mis, je pense, 500$. Il y a très longtemps. Et c'était au tout début. Et ça a été multiplié par 9. Voilà. Donc, moi, 500$ est rendu 4500$. Je ne le vends pas. Je suis là pour être millionnaire, moi aussi. Moi aussi, je veux dire que je suis millionnaire de la crypto. Donc, ça m'en prend un de cette gang-là qui va me faire exploser ça un petit peu. Là. Shopify va bien. Je l'ai dit. Bitcoin. Bon, Bitcoin est à 92 000. Demain, il va peut-être être à 85 ou peut-être qu'il va à 100 000. Là, tout le marché là, va pousser ensemble pour l'avoir à 100 000. Parce que ceux qui ont intérêt de dire « Hey, je le savais qu'il était pour monter à 100 000 », va le faire pousser de plus en plus. Donc, le marché va... Le Bitcoin s'en va à 100 000. C'est après. Le plafond de verre, il est brisé maintenant. Il n'y en a plus de plafond, là. Ça a explosé, puis là, tout est possible. Mais tout est possible vers le bas. Mais j'en ai un peu. Fait que moi, tu être content qu'il soit à 100 000. Mais you bet que je vais être content qu'il soit à 100 000. Hein? Voilà. Combien vous devriez avoir dans votre CELI? Si tu avais la chance, depuis 2009, de mettre le maximum dans ton CELI, donc tu aurais déposé 95 000 dans ton CELI. D'ailleurs, il faut que j'aille voir c'est quoi ma limite, je ne le sais pas. Il y a un moment donné que mon CELI était beau en maudit, mais j'ai fait une grosse gaffe. Je n'ai pas vendu. J'ai mis du lion électrique dedans. Donc, ça ne vaut plus rien. Donc, mon CELI a mangé le volet. Mon CELI fait partie de mes pires investissements. Je suis en train de le corriger maintenant, là. Je suis en train de recorriger ça. Mais si j'avais été plus traditionnel, je n'ai pas mis 95 000 dans mon CELI encore, je ne le sais pas. Il faut que je regarde. Là. Je pense que j'ai mis 50 000. Il vaut à peu près ça. C'est à peu près ça qui vaut mon CELI parce que j'ai mangé toute une volée avec Lion et Snapchat. Ouais. Snapchat, il a déjà valu 92$, il en vaut 12. J'aurais dû vendre. J'ai pas vendu. L'art de vendre, ça, c'est quelque chose qui est difficile que j'essaie d'apprendre encore constamment. Donc, voilà. Hein? Donc, techniquement, tu devrais avoir 158 000 dans ton CELI si tu avais eu un placement à 6 %. Donc, 158 000. L'utilité des shorts, ça, je vais garder ça pour demain. On va vous garder ça pour demain. Je vais avoir plus le temps pour en parler. Ça, puis Honest Company aussi, je vais vous garder ça
pour demain. Je vais en garder 2 parce que j'en ai trop parlé, puis je veux revenir plus en longueur là-dessus. Ça va insolite. Billy Dupage, connaissez-vous? Allez écouter cette chanson, cette chanteuse-là. Elle a une chanson qui est numéro 1 au Québec, qui s'appelle Fake Friends. Je ne sais pas si c'est tout en anglais, mais numéro 1. C'est la fille de Julie Dupage. On ne l'a jamais vu faire des concours. Moi, je suis Julie, c'est une connaissance, pas une amie, là. J'avais jamais entendu parler que sa fille était bonne. Je la voyais jouer un peu du piano, mais elle a une voix à la Charlotte Cardin qui vaut la peine d'être écoutée. C'est vraiment entraînant. Ça s'appelle Billy Dupage. Vous irez écouter ça. Il faut en parler quand c'est des gens québécois. Donc, voilà. Hein? Et pour terminer, si vous allez en Chine et vous voyez un Apple Store, ça se peut que, comme les employés, vous faites tromper. Il y a seulement 4 Apple Store en Chine. Le reste, c'est tous des fakes. Mais les employés qui travaillent là, le magasin est tellement pareil comme Apple Store que même les employés qui sont là pensent qu'ils travaillent pour Apple parce qu'ils vendent juste des produits Apple, mais ce n'est pas des Apple Store. C'est la pure copie chinoise, mais ils vendent des choses Apple sous le nom d'Apple, mais ce n'est pas des Apple Store. Donc, voilà. Hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Donc, demain, je vais revenir sur les shorts à la bourse, parce que j'en fais jamais, mais j'ai fini un show qui s'appelle L'Industrie. Je vais vous parler de ça. Et je vais vous parler de Honest Company, parce que je vous en ai souvent parlé. Donc, mais je veux prendre le temps de le faire, parce que j'ai trop parlé. Et ça vous donne une bonne raison de revenir demain. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire.